Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dis donc, t'as vu le match là cette nuit? Comment ça, quel match? Ben, le match entre les Wolves et les Lakers. Ah, que c'était pas un match de basket, que c'était un combat de l'UFC. Oui, je sais. Ça a été physique, hein. Il y a eu de la casse. Je me demande si Rui Hachimura n'a pas laissé son nez dans cette histoire. Rui Hachimura, on va en parler dans cette émission. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. J'espère que vous avez assisté à ce combat épique, physique, agressif entre les Lakers de Los Angeles et les Wolves de Minnesota. Victoire des Lakers 94-85. Oui, vous avez bien entendu. 94-85. Aucune des deux équipes n'a passé la barre des 100 points. On aurait dit un match des années 90, New York-Miami, ou les matchs de Détroit, ou les matchs de Houston, peu importe. Ce match n'était pas un match du 21e siècle. Nous allons analyser ce match. Les Lakers sont restés solides. Ils ont gagné ce match en défense. Nous allons parler de la performance défensive des Los Angeles Lakers, entre autres. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Quel match physique! Quel match physique! Le match a commencé dans un contexte compliqué où un mec est chaud, il s'agit de Julius Randle. Minnesota est resté solide, mais on sent dès le début que les Lakers ne vont pas se laisser marcher dessus. LeBron James donne le ton de ce match et les Lakers sont absolument agressifs. Ils sont meilleurs au rebond. D'ailleurs, au bout du premier quart-temps, ils ont pris 2 fois plus de rebonds que Minnesota. De toute façon, au bout du match, ils ont pris plus de rebonds que Minnesota. Ils ont limité la casse à l'intérieur de la raquette. Ils ont fait plus de contres. Ils ont été beaucoup plus actifs. Parfois, vous pouvez mettre sur pied toutes les stratégies que vous voulez. Si les équipes ne jouent pas dur, ces stratégies ne vont pas fonctionner. Et d'autant plus face à une équipe comme Minnesota. Julius Randle vous apporte un défi physique. Anthony Edwards vous impose ce défi physique également. Naz Reid vous impose ce défi physique. Rudy Gobert, il est physique par nature. Jaden McDaniels, même s'il est longiligne, il reste un élément physique. Et les Lakers ont répondu à cette brutalité de Minnesota. Nous parlerons des lancers francs un peu plus tard dans cette émission. Nous parlerons également des arbitres. Il faut noter que Rui Hachimura est sorti sur blessure avant de revenir faire une performance absolument cruciale. On parlera également de Rui Hachimura. Dans cette bataille entre deux équipes physiques, l'une réputée physique, basant son identité sur ses qualités athlétiques, et bien les Lakers, qui sont censés être l'équipe la moins physique, ont rendu la monnaie de leurs pièces aux Wolves de Minnesota. 1-1, la série va partir du côté de Minneapolis. Lorsque vous jouez face à des grands joueurs, des joueurs immenses, talentueux, athlétiques, créateurs, inventeurs, passeurs, scoreurs, vous devez prendre une décision. Est-ce que ce mec va être un scoreur ou est-ce qu'il va être un passeur? Autrement dit, est-ce qu'on va le laisser s'exprimer offensivement en fermant le circuit, l'alimentation de tous les autres, en réduisant l'influence des joueurs de rôle, ou alors on va décider qu'on va faire des prises à deux, qu'on va pousser ce joueur majeur à lâcher le ballon. Les Lakers ont, à mon sens, utilisé la bonne stratégie au Game 1, en fermant tous les circuits,
à Anthony Edwards et en le poussant à lâcher le ballon. Cependant, comme Minnesota était en état de grâce, il fallait à nouveau réajuster. Et pour moi, J.J. Redick n'a pas réajusté. Quand les joueurs de rôle de Minnesota n'arrivent pas à rater un seul tir, vous devez changer de stratégie. Le seul problème, c'est que une fois que ces mecs-là sont chauds, si vous lâchez maintenant la défense sur Anthony Edwards, vous êtes battus des deux côtés. Les Lakers sont restés sur leur logique de défendre sur Anthony Edwards et ils ont laissé les autres tenter leur chance. Résultat du compte, cette équipe a triomphé à 3 points. 50% de tirs réussis à 3 points. 21 sur 42. Hier soir, le coach a décidé de changer de stratégie. On va appliquer ce qu'on appelle staying home. Staying home, ça veut dire que tout le monde va rester sur son joueur. On va pas exagérer les prises à deux. L'aide défensive arrivera que lorsqu'elle est pertinente. En tout cas, il n'y a pas de caricature dans cette aide défensive. Ainsi, on a vu Anthony Edwards hier soir face à Austin Reeves, face à Rui Hachimura, face à Luka Doncic, face à Gabe Vincent, face à LeBron James, face à Jackson Hayes, face à Jared Vanderbilt. Au final, il a fait un bon match, mais il n'a pas surdominé. 25 points seulement. Du coup, tous les autres joueurs ont été défendus avec beaucoup plus de discipline. Et de fait, il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti du lot à part Julius Randle. Son profil pose problème aux Lakers. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce genre de joueurs physiques, athlétiques, drivers. Ce sont des joueurs qui posent problème aux Lakers. J'ai parlé de Zion Williamson sur cette chaîne. J'ai parlé également de Giannis Antetokounmpo. Et pour moi, Julius Randle est en train d'utiliser ces mêmes méthodes pour poser problème à cette équipe des Los Angeles Lakers. La quantité de points qu'il a mis à l'intérieur de la raquette doit être quelque chose qui fait réfléchir à l'équipe des Lakers. À mon sens, il y aura toute une stratégie également pour réduire l'influence de Julius Randle. Parce que le risque, c'est que à un moment, Anthony Edwards également commence à rentrer dans la zone. Et à ce moment-là, vous avez deux joueurs qui sont absolument inarrêtables. À la question de savoir qui serait le 4e meilleur joueur de la série, je pense que jusqu'ici, c'est Julius Randle. En tout cas, la stratégie a changé. Les Lakers ont appliqué la stratégie de staying home. Chaque personne reste sur le joueur contre lequel il défendait en individuel et l'aide défensive arrive que lorsqu'elle est nécessaire, que lorsqu'elle est pertinente. Et ça, pour moi, ça a fonctionné. Puisque des mecs comme Naz Reid n'ont pas du tout été en danger aujourd'hui. Naz Reid, qui avait inscrit 23 points au match 1, n'a inscrit que 5 petits points hier soir. Il faut dire que le garçon était particulièrement nerveux et qu'il a commis des fautes assez stupides qui l'ont poussé à retourner sur le banc. De même que Donte DiVincenzo n'a pas du tout été influent. Problème de faute également. Ainsi, les Lakers, en changeant de stratégie, ont changé toute la dynamique du match et ont pu l'emporter hier soir. Il faut en parler. Il faut parler de la défense des Los Angeles Lakers. Il faut absolument parler de cette défense. Elle a été immense hier. Elle a été extraordinaire. Je n'ai pas compté un seul joueur qui est monté sur le terrain et qui n'a pas été précieux et agressif en défense. Peut-être à l'exception de Jackson Hayes, qui a confondu pour moi brutalité et agressivité, vitesse et précipitation, qui n'a pas du tout été intelligent sur sa manière de défendre. Et il a terminé avec 5 fautes. Il n'a pas du tout joué le rôle que voulait lui prêter J.J. Redick. On sentait dès le début que J.J. Redick voulait que Jackson Hayes soit un élément important. Sachant que quoi qu'il arrive, Minnesota va rester grand. Et pour que Minnesota ne soit pas trop dominant, il faut Jackson Hayes. Sauf que c'est au moment où les Lakers ont joué en medium ball qu'ils ont été les plus dangereux. La défense des Lakers était magnifique hier soir. LeBron James a été le capitaine pour moi de cette défense. Il a été immense. Sur les switches, il n'y a pas eu de problème. Un gars comme Austin Reeves
a défendu du bec et des ongles. Gabe Vincent a été immense. Jared Vanderbilt est rentré pour faire du Jared Vanderbilt, en étant l'enfonceur de l'équipe des Los Angeles Lakers. Luka Doncic a fait un excellent match en défense. Il a été immense en défense hier. Mais il y a un homme qui a été particulièrement impressionnant en défense. Je vous en parle tout de suite. Dis donc, tu sais, toi, le gars qui a été immense en défense hier soir? Ah, il est japonais. Rui Hachimura. Revoyez le match. Rui Hachimura, hier soir, a défendu sur les 5 postes avec une efficacité extraordinaire. Rui Hachimura a été exceptionnel en défense sur Anthony Edwards. À la fin du match, c'est lui qui va calmer Julius Randle. Il a défendu sur du Mike Conley. Je l'ai vu sur Rudy Gobert. Rui Hachimura a été immense, surtout dans le 3e quart-temps. Switchant sur toutes les positions, restant devant absolument tous les attaquants de Minnesota. Jamais il a été dépassé. Et quand il fallait bloquer un tir, il l'a fait. Et son apport en attaque n'est pas négligeable non plus. On a retrouvé l'alchimie entre Rui Hachimura et Luka Doncic, notamment dans le sens du démarquage. Plusieurs fois, il s'est rendu disponible, soit sur la baseline ou en tête de raquette, où il a utilisé son mid-range. Il a terminé avec 11 points. Il fallait ces 11 points pour les Lakers hier soir. Mais je le répète, c'est surtout en défense qu'il a été absolument exceptionnel. Il a défendu les 5 positions du jeu. Ça a été une masterclass défensive. Bravo à lui. Les coachs ont essayé des choses. Ils ont essayé de répondre l'un à l'autre. Minnesota voulant rester absolument grand. Et les Lakers tentant de rester grands, mais ne pouvant pas le faire à cause de la présence de Jackson Hayes, obligés de jouer plus petit. Les Lakers ont fait le match qu'il fallait. JJ Redick a essayé des choses. Il a lancé du Goodwin. Ça a fonctionné partiellement. Il a fait un bon match en défense, même si il n'a pas été présent dans la feuille de stats. Du côté de Minnesota, on a lancé du Shannon Jr. Et alors, à un moment du match, Luka Doncic est sur le banc. Austin Reeves a la balle en main. Minnesota décide d'envoyer Jaden McDaniel contre Austin Reeves, sachant que ce match-up est complètement défavorable aux Lakers. Eh bien, réponse immédiate de JJ Redick. On envoie du Luka Doncic. Parce qu'une fois que Luka est sur le terrain, c'est le meilleur défenseur de Minnesota qui sera contre lui. Ainsi, ça déstabilise toute la défense de Minnesota. Du coup, en réponse à tout cela, le coach de Minnesota envoie du Nickeil Alexander-Walker. Et je pense qu'il a été pas mal dans ce match. Je ne serais pas étonné de le voir jouer plus de minutes que DiVincenzo notamment, parce qu'il a été très bon en défense face à Austin Reeves. Mais Austin Reeves a pu faire son match, 15 points. Il n'a pas cessé d'aller défier Rudy Gobert dans la raquette. Et je pense que cette formule qui consiste à mettre Rudy Gobert en isolation, non pas contre Luka Doncic, mais contre Austin Reeves, est beaucoup plus défavorable à Minnesota. Parce qu'au départ, ce qui est dit, c'est que Luka Doncic aime bien se retrouver en isolation face au pivot adverse. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que Rudy Gobert, il tient sa place face à Luka Doncic. Il bouge ses jambes. Ses appuis sont assez légers. Et donc, Luka n'a pas toujours eu le succès escompté face à Rudy Gobert. En revanche, quand c'était Austin Reeves, je ne me rappelle pas d'une seule action où Rudy Gobert a pris le dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder pour le match 3. En tout cas, à chaque fois que Minnesota proposait quelque chose, les Lakers répondaient. Et à chaque fois que les Lakers proposaient quelque chose, Minnesota répondait. L'un dans l'autre, les deux coachs ont fait un excellent travail. Il me reste un sujet à traiter.
Les arbitres. En général, je n'aime pas parler des arbitres, mais je me rends compte que c'est la deuxième fois que j'en parle en l'espace de 3 semaines. C'est parce que pour moi, hier, les arbitres ont failli. Et si ce match a été plus ou moins serré dans le 4e quart-temps, c'est grâce aux arbitres. Je dis grâce, je devrais dire plutôt à cause des arbitres. Parce qu'au fond, je n'ai pas vu une seule décision litigieuse qui a basculé du côté des Lakers. Tous les coups de sifflet litigieux du 50-50 ont été dans le sens de Minnesota. Cette charge sous Luka Doncic, qui a été challengée par Finch et qui a permis à Minnesota de gagner la possession en gagnant ce challenge, je ne comprends toujours pas. La justification, c'était que Luka Doncic bougeait encore. Or, j'ai beau le regarder sur tous les angles, Luka Doncic est stable depuis au moins 3 secondes. Je ne comprends pas. Et cette faute sur Austin Reeves de Julius Randle, qui a été challengé également, challenge gagné par Minnesota, c'est du 50-50. Il touche la balle, mais il touche le bras. Pour le même prix, c'est une faute. Et le nombre de fois que Rudy Gobert a attrapé le bras de Luka Doncic, pas de faute. Il est vrai qu'au final, les Lakers ont tiré 20 lancers francs. D'ailleurs, une excellente performance au lancer franc des Lakers. 20 lancers francs tentés, 20 réussis. Et je pense que ça a fait la différence dans ce match. Mais il faut absolument que les Lakers fassent une compile des fautes non sifflées et l'envoyer à la Ligue. Parce que la série va shifter du côté de Minnesota. Si Minnesota continue à échapper aux coups de sifflet d'un jeu extrêmement physique, eh bien, si ça se passe à Minnesota, je ne suis pas sûr que les Lakers puissent sortir vivants de ce genre d'arbitrage face à une équipe de Minnesota qui est tellement physique. Donc, si je suis Rob Pelinka, je fais une compilation des actions qui n'ont pas été sifflées, des fautes qui n'ont pas été sifflées sur Luka Doncic, sur LeBron James, sur Austin Reeves, sur Rui Hachimura. Ce ballon en contre-attaque que Rui Hachimura essaie de déposer sur la planche, qui est bloqué, soi-disant, par Julius Randle, c'est une faute flagrante. Là encore, ça n'a pas été sifflé. Je n'ai pas souvenance d'une seule action litigieuse qui a tourné à l'avantage des Los Angeles Lakers. C'est un problème. Avec cette série qui va aller du côté de Minnesota, cette équipe de Minnesota qui n'hésite pas à vous rentrer dedans, eh bien, si les arbitres laissent autant jouer, ça va être un problème. Les Lakers ne sortiront pas vivants de Minnesota. Je le répète, il faut que les autorités des Lakers fassent une compilation des fautes non sifflées et l'envoyer à la Ligue. Sinon, on s'en sortira pas. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce Game 2. Cette égalisation de Los Angeles Lakers face à une équipe de Minnesota qui décidément pose problème. Le match 3, c'est vendredi. Il faut absolument que les Lakers arrivent avec le même niveau d'agressivité. Sinon, les loups vont les manger tout cru. Je vous laisse profiter de cette victoire, du goût de cette victoire. Si vous avez aimé cette victoire, mettez un like dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cochez la cloche de notification afin d'être mis au courant de mes vidéos qui arrivent tous les jours. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.